Bonjour à tous, donc capsule 291 de série temporelle. Je vais directement partager mon écran, ce sera plus simple. Euh, donc, euh, donc, petite info, donc il y a une capsule de maths à la fin qui parle de modèle markovien. Voilà, je vous encourage à aller la regarder si vous avez envie. Donc, c'est vraiment cette idée de données séquentielles, et c'est ce qu'on a dans ces histoires de séries temporelles. Donc, je fais une petite capsule un peu particulière parce que les séries temporelles, c'est quelque chose d'un peu particulier parce qu'on les retrouve dans plein de domaines. Donc, l'idée des séries temporelles, c'est ce qu'on observe essentiellement dans le graphique qui est là. C'est si jamais vous comparez les séries temporelles avec ce qu'on avait auparavant, au niveau visuel, on aura quelque chose de très différent. Quand vous avez des données individuelles, donc si jamais j'ai des variables x1 et x2, pardon, x et y, ok, donc ici je vais représenter les x et ici les y, je vais avoir un nuage de points. D'accord. Donc mon individu 1, il va se trouver ici, x1, y1. Ok, donc les points vont se représenter, alors je parle de points, mon nuage de points, ça va être des points. Okay. Quand vous avez une série temporelle, on a quelque chose d'un peu particulier, c'est qu'on a une dimension qui est fixée, qui est la dimension temporelle. On a cette notion de temps, et donc juste une série temporelle, donc une série d'observations, elle va être représentée déjà dans le plan, tout simplement parce que j'ai déjà la dimension temporelle, et ici, je vais avoir ma dimension en x. Et je vais représenter les points qui se suivent souvent par des droites. Okay. Donc d'un point de vue visuel, une série chronologique, je peux en visualiser qu'une. Okay. Alors, j'avais dû faire une capsule où je parlais un petit peu des mensurations des demoiselles qui posaient dans Playboy, où j'avais caché le côté temporel, et donc je vous montrais seulement deux types de mesures. Okay. Mais encore une fois, je vous disais que l'interprétation était fallacieuse, donc il fallait faire très attention. Euh, si jamais je veux travailler sur des choses propres, normalement, quand on a une série temporelle, on peut en visualiser qu'une, elle est sur l'axe des Y, et j'ai la dimension temporelle qui est sur l'axe des abscisses. Okay. Contrairement aux données individuelles, où je peux représenter deux dimensions, donc je peux représenter la taille et le poids de mes élèves si jamais j'ai des données individuelles. Okay. Donc assez souvent, mes données temporelles, je les noterai xt pour dire que c'est des données temporelles, alors que mes données d'individus, c'était des xi. Voilà, juste au niveau de la terminologie. Et donc des séries temporelles, il y en a plein. Je vous ai mis des exemples ici. Donc une série financière, par exemple. Donc ça, c'est assez classique de représenter ces séries donc avec le temps sur l'axe des abscisses. Ok. Donc, et je vous renvoie d'ailleurs, ce graphique est tiré d'un article qui est sur la popularité des graphiques dans les médias. Et donc, dans beaucoup de cas, on a ces séries temporelles. Donc, particularité des séries temporelles, je ne peux pas intervertir mes lignes. Voilà, c'est ça le message, c'est que souvent mes séries temporelles, elles vont être représentées sous forme euh, euh, de tableaux. D'accord. Donc, éventuellement, je vais avoir la température, je vais avoir la population, je vais avoir le nombre de victimes, enfin, tout ce genre de choses en colonne. Mais mes individus, cette fois-ci, sont des dates. Et donc, je ne peux pas m'amuser à les intervertir. J'avais le droit de le faire entre les individus, l'individu 1, l'individu 2, peu importe qui c'était. Okay. Autant mes séries temporelles, je n'ai pas le droit parce que ma structure d'ordre dans ma table, elle a du sens. Okay. Donc, autre exemple de série temporelle, donc exemple classique, c'est des séries de température. Je l'ai mis essentiellement parce que sur ce graphique, on a plusieurs types de données qui se cachent. Donc, le plus simple, ça va être la courbe rouge. Donc, ça, c'est une température. Donc, j'ai un premier XT qui est une température. Et une température, c'est mesuré de manière euh, quantitative. Okay. C'est un chiffre. Donc, par exemple, ici, j'étais à 27 degrés Fahrenheit. Je passe à 29, je passe à 50. C'est sûr, je peux les arrondir en plus. Okay. Donc, j'ai des chiffres numériques. Okay. Euh, Autre exemple un peu particulier, je peux avoir une certaine probabilité. Donc là, je suis sur quelque chose d'un peu particulier parce qu'on peut avoir des choses qui sont constantes en zéro, okay, et qui sont bornées, qui appartiennent à 0,1. Donc ici, j'ai une suite de probabilités PT, okay, qui vont être, donc non pas des probas conditionnels, mais qui est la probabilité à la date T, en l'occurrence d'avoir de la pluie. D'accord. Donc si ça vous intéresse, d'ailleurs, je pourrais vous renvoyer sur des articles qui posent la question de que veut dire cette probabilité de pluie à l'instant T. Okay. Voilà, donc je vous renverrai là aussi sur des références là-dessus. Mais ici, par exemple, à cette date très précise, j'avais très exactement 50%, j'aurais 50% de chance d'avoir de la pluie. Donc ces deux objets, je vais appeler ça des séries temporelles, donc ça va être des séries chronologiques de données numériques. Okay. Et des fois, j'ai aussi des informations de ce type-là, qui sont ce que je vais appeler plutôt des catégories. Okay. Donc là, on est vraiment dans le cas des chaînes de Markov, okay, où ce qu'on essayait de modéliser, c'était variable, enfin, pardon, c'était voyelle consonne. Ici, ça va être
soleil, partiellement nuageux, beaucoup nuageux, pluie. Okay, donc là, cette fois-ci, on a des classes. Et ce qu'on pourrait se demander, c'est la probabilité d'avoir de la pluie un certain jour, sachant que la veille, on avait eu du soleil. Okay, donc ça va être ce genre de choses qu'on va essayer de modéliser, qu'on pourrait essayer de modéliser. C'est la dynamique qui peut exister entre ces choses-là. Alors, j'en parle pas dans cette capsule parce que je m'intéresse plutôt à des choses continues. Okay, pour ceux qui s'intéressent plutôt à la partie de dynamique entre les choses qualitatives, c'est vraiment l'outil approprié, c'est vraiment les chaînes de Markov. Donc je renvoie à la section, je les ai mis un peu à part parce que c'est un peu particulier, c'est plutôt de l'algèbre linéaire. Mais voilà. Donc ce qu'on va plutôt s'intéresser à regarder, c'est ces variables xt qui serait par exemple la série des températures. Okay, et visuellement, je peux aussi vous en donner un autre qui est un graphique que je trouve assez joli, qui est celui en bas, qui vous donne deux informations pour le prix d'un, qui sont la force du vent et la direction du vent. Okay, donc ça, on peut aussi le représenter comme étant une série temporelle. Alors ici, c'est une série temporelle double. C'est que d'un côté, j'ai l'angle et de l'autre côté, j'ai l'intensité. Donc visuellement, on arrive à représenter les deux par ce petit mécanisme de petites flèches, ce qui est assez élégant. Mais derrière, au niveau des chiffres, se cachent deux séries de chiffres qui sont la série des vitesses et la série des angles. Ici, je n'ai pas les angles. Encore une fois, je les vois visuellement, mais je ne peux pas les extraire. Okay, donc voilà un peu le genre de données qui correspondent à des séries de températures, donc c'est à des séries climatiques. Okay, c'est ça qu'on va appeler des séries chronologiques, c'est le fait que fondamentalement sur l'axe des X, j'ai du temps. Okay, donc mes individus ne sont plus des nuages de points, mais c'est vraiment des courbes que je peux relier par des points parce que je vais relier ce que j'ai la date T et la date T+. Ok, donc petit exemple, donc je reviens sur une définition. Ce que j'appelle une série chronologique, c'est une série de données qui sont régulièrement espacées dans le temps. Okay, donc ça c'est une définition qui paraît un peu simple, mais en fait qui est assez problématique parce qu'on peut avoir des données un peu particulières, on peut avoir des données qui sont encore des séries des données temporelles, mais pas régulièrement espacées dans le temps. Par exemple, je pourrais avoir une série avec toutes les quantités de neige qui sont tombées. Okay, donc je pourrais avoir par tempête de neige la quantité de neige qui tombe. Donc l'observation 1, 2, 3, 4, 5, ce pourrait être la tempête numéro 1, tempête numéro 2, tempête numéro 3, tempête numéro 4. Mais en plus, il faudrait que je stocke les dates. Donc typiquement, je pourrais avoir des données qui seront l'événement X qui est quantité de neige et la date à laquelle je me place. Et cette fois-ci, mes données I, ce sont des données qui sont des données de tempête. Donc tempête numéro 1, tempête numéro 2. Alors je continue à dire que c'est des séries temporelles parce qu'en fait, la tempête 1, elle est arrivée avant la tempête 2. Okay, donc il y a quand même un ordre dans mes données. Et donc, on ne peut pas s'amuser à permuter les données en I. Donc ça, c'est ce qu'on appellerait des séries irrégulièrement espacées dans le temps. Donc nous, on va plutôt s'intéresser au fait qu'on a des séries qui sont régulièrement espacées dans le temps. Okay, donc c'est typiquement ce qu'on avait juste auparavant, je reviens un peu en arrière, où ici, donc on travaille sur un pas de temps qui doit être, je pense, des données horaires, et on a découpé par journée. Okay, donc ici, on a un découpage temporel qui paraît assez logique. Alors, il faut juste faire un tout petit peu attention parce qu'en fait, la logique, elle n'est pas forcément si logique que ça. En particulier, les découpages temporels qu'on a, il y en a un particulier qui est un peu, complexe, c'est celui en mois. C'est que les mois, ils n'ont pas tous la même durée. Donc, pourtant, on pourra travailler sur les données mensuelles. Donc, je pourrais très bien dire, je vais garder le nombre de décès au mois de janvier, nombre de décès au mois de février, mars, avril, mai. Okay, de mémoire, je le reprends d'ailleurs à la fin, ce graphique, où on essaye de comptabiliser j'ai les données au Québec qui sont données par mois et pour lesquelles on ne corrige pas de la taille du jour, du nombre de jours dans le mois. Donc effectivement, si vous êtes sur un mois de 28 jours et ici un mois de 31, même si jamais vous avez autant de morts tous les jours, dans ces cas-là, vos séries elles vont représenter des petites variations qui seront juste expliquées par ce mot un peu vicieux qui est cette régularité. Ce que j'appelle régularité, il y a une différence entre une régularité physique, c'est-à-dire entre chaque heure, il y a le même nombre de temps qui s'écoule. Alors, sauf si vous commencez à me parler d'heures d'hiver et d'heures d'été, où effectivement on peut avoir des journées qui n'ont pas le même nombre d'heures. Mais disons que de manière globale, et d'ailleurs, faudrait que je revienne. Oui, on a aussi le problème sur les années, avec les années bissextiles. Okay, je renvoie à des réflexions qu'il y avait eu sur le blog de Baptiste Coulmont sur les décès observés en France tous les jours. Il avait un problème pour visualiser le 29 février, puisque dans son graphique, il mettait 365 jours et il disait j'ai un problème, donc je les ai supprimés. Voilà, on pourrait discuter de savoir si jamais c'est pertinent de supprimer. Mais voilà, la notion de régularité, elle est
Elle est très sournoise parce qu'elle nous paraît évidente, mais il y a beaucoup de cas pour lesquels les données ne sont pas régulières. Euh, pour ceux que ça intéresse, il y a aussi des réflexions en finance pour savoir ce que veut dire cette régularité. Par exemple, il n'y a pas de transactions les jours fériés. Donc, quand vous avez des semaines avec des jours fériés, il y a beaucoup moins d'activités les semaines où il y a des jours fériés que les jours où il n'y a pas les semaines où il n'y a pas de jours fériés. Donc, même la notion de semaine, qui pourtant est relativement précise, euh, on n'a pas forcément de régularité au sens d'échange de volume. Okay, mais bon, je vais m'arrêter là pour ma discussion. Mais voilà, sachez qu'il peut y avoir ce petit souci. Et encore, il y a des choses que je passe sous silence, en particulier des dates un peu exotiques. Donc, par exemple, si vous traînez sur mon blog, vous verrez des discussions autour de mémoire, j'avais dû travailler sur la vente de chocolat. La vente de chocolat, on peut la voir comme étant une série mensuelle, par exemple. Je pourrais regarder tous les mois combien on vend de chocolat. Donc, on sait qu'on vend plus de chocolat en décembre. Et il y a une autre période de l'année où on vend plus de chocolat, c'est Pâques. Et le problème de Pâques, c'est que ça tombe jamais le même mois. Donc, enfin, jamais. Ça tombe de manière qui semblerait un peu aléatoire. Et donc, c'est un peu plus compliqué à manipuler. Donc, on a des soucis sur les séries temporelles qui sont assez spécifiques à la nature même de ces objets qui sont des séries temporelles. Voilà. Après, c'est des choses qui ont été abordées depuis des années. Encore une fois, j'ai déjà parlé de Kepler. Kepler, quand il a énoncé ses lois de physique, de mouvement des planètes, il l'a fait à partir de données temporelles qui étaient observées. Donc, tous les jours, on avait des observations. Et je renvoie donc un article un peu classique donc de Buys-Ballot, d'1847, sur les changements de température dépendant de la nature du Soleil, de la Lune, etc., où il présente ce genre de données. Donc, ils sont des séries temporelles, donc toutes les semaines, donc tous les 5 jours, on observe des températures et ce genre de choses. Okay, donc, c'est des séries qui sont assez anciennes et qui ont été manipulées depuis pas mal de temps. Donc, il n'y a rien de compliqué quand on travaille sur des séries temporelles, c'est juste que c'est des choses un petit peu particulières. L'autre chose particulière, c'est en termes de prévision. C'est que quand on fera des modèles prédictifs, par exemple, on aura une variable X et une variable Y. On aura construit un modèle avec nos données. On essaiera de faire, quand on fera une régression, une espèce de courbe d'ajustement pour prédire. Et donc, on essaiera de prédire à peu près n'importe où. Donc, vous avez un nouvel individu qui arrive avec X et vous voulez prévoir où il sera, avec un intervalle de confiance. Quand on a des séries temporelles, assez souvent, la prévision, elle s'intéresse plutôt à prévoir le futur. Okay, donc, quand vous avez une série temporelle, vous avez ici le temps. Vous avez observé jusqu'à une certaine date, donc vous avez une certaine série qui a évolué. Et la question que vous vous posez, c'est où est-ce que vous vous trouvez plus tard. Okay, donc, la différence, elle est essentiellement là, hein, sur ce qu'on essaie de modéliser. Alors, ce n'est pas non plus complètement vrai, c'est qu'on peut aussi aborder les séries temporelles dans cet angle-là, qui consiste à faire de l'imputation de valeurs manquantes. Donc, supposons que vous mesurez la température et il s'avère que votre thermomètre soit tombé en panne à une certaine période, vous essayez de retrouver des valeurs qui auraient pu être manquantes. Okay, donc, dans ces cas-là, on peut utiliser des séries temporelles, des modèles de séries temporelles de manière rétrospective, mais assez souvent, c'est plutôt dans des problèmes de prospective. Okay, donc, de faire de la prévision future. Ok, donc voilà un exemple classique. Donc ici, ce sont les séries de décès en données mensuelles au Québec. Okay, donc il existe des outils. Alors, les séries temporelles sont associées à d'autres types de disciplines. Donc là, moi, je vous en parle en tant que statisticien, mais en fait, c'est aussi très associé à ce qu'on appelle du traitement du signal. Okay, donc quand on essaie de débruiter un signal, donc pensez à un signal radio, pensez à un signal télévisé. Okay, donc vous avez du bruit qui arrive à chaque date, donc à chaque instant, vous récupérez du bruit. Donc quand vous écoutez la radio, c'est une série de fréquences qui arrivent toutes les microsecondes. Okay, donc vous avez de l'information qui arrive, qui va être retraduite en termes de son. Okay, et souvent, vous voulez enlever du bruit. Donc le débruitage, c'est une technique de traitement du signal, mais qu'on pourrait utiliser sur des problèmes de séries temporelles. Okay, donc par exemple, un outil classique quand on a des séries temporelles, c'est faire des moyennes mobiles. Donc des moyennes mobiles, ça consiste à dire, je vais faire la moyenne de mes données sur un certain pas de temps. Donc par exemple ici, je vous fais une moyenne mobile donc sur un pas de temps de plus ou moins h. Okay, donc ça va être utile par exemple quand vous voulez enlever une tendance saisonnière. Donc supposons qu'il y ait des cycles dans vos données. Donc typiquement, c'est ce qu'on a ici. Okay, quand vous regardez sur chacune des années, forcément, je découpe n'importe comment. Voilà, on a des pics, en gros, tous les hivers. Donc, on a une surmortalité tous les hivers. Okay, donc, en gros, on va être plus élevé l'hiver, on va descendre l'été, on va remonter l'hiver. Okay, donc, on a ces courbes qui vont se reproduire. Donc, ça va être des cycles. Alors, ça peut être un particulier gênant quand vous voulez travailler genre, sur des séries, dans des inscriptions au chômage. Okay, on sait qu'il y a plus d'inscriptions de chômage à la fin de l'été ou au début de l'été.
quand les étudiants finissent leur cursus. Ok, vous pouvez vous inscrire au chômage à ce moment-là. Et donc, il y a des cycles qui vont arriver. Et le problème, c'est que si jamais je veux analyser les séries, bah, des fois, c'est bien d'enlever les cycles pour pouvoir extraire une tendance de fond. Donc, c'est ce qu'on fait ici. En faisant une moyenne mobile, en regardant sur plus ou moins 6 mois, dans ces cas-là, je peux corriger. Donc, j'ai ma valeur centrale en YT. Je prends la moyenne sur les valeurs à plus ou moins 6 mois. Alors, on a un problème, c'est que c'est un problème de parité, hein. Si jamais je veux être centré sur la valeur en T, je vais prendre les valeurs autour, mais au bout d'un moment, je vais arriver sur moins 6 mois plus 6 mois qui correspondent très exactement au même mois. Okay, donc, en fait, je vais prendre la moyenne entre 6 mois avant et la moyenne et 6 mois après. Okay, donc, il y a juste ce problème sur les bords. Et donc, je vais faire la moyenne sur toutes ces valeurs-là et ça me donne cette courbe rouge qu'on observe ici, qui vous donne la tendance de fond. Donc, on voit qu'on a une tendance à la hausse qu'on peut visualiser. Donc, on voit qu'on… Après, si je voulais le faire plus proprement, je ferais peut-être une régression. Okay. Mais on voit qu'on augmente. Donc, le nombre de décès au Québec augmente de manière relativement régulière. Okay. Donc, j'ai mon cycle à l'intérieur et j'ai ma tendance de fond. Okay. Donc, l'idée de pas mal de modèles de séries temporelles, c'est d'essayer de décomposer une série en ces trois composantes qui sont une tendance de fond, éventuellement un cycle en fonction de la granularité que vous avez. Donc, si jamais j'avais des données hebdomadaires, j'aurais encore un cycle, mais cette fois-ci, il serait plutôt de 52 jours, pardon, 52 périodes, okay, ce qui correspond aux 52 semaines. Là, je suis en mensuel, donc j'ai plutôt un cycle de 12. Okay. Donc, on voit apparaître des notions de cycle qui apparaissent, okay, et qu'on va essayer d'enlever. Donc, on va essayer d'enlever la tendance, on va essayer d'enlever les cycles et voir s'il y a quelque chose à l'intérieur, le bruit qui reste, que je pourrais essayer de modéliser. Okay. Donc ça, c'est la version un peu classique. C'est déjà ce que proposait en fait Buys-Ballot quand ils proposaient leur modèle. Donc quand ils analysaient les températures, ce qu'ils avaient dit, c'est une température, c'est deux choses. C'est une tendance, donc, qui est une tendance de très long terme. Donc là, c'est ce qu'on va appeler le changement climatique. Okay. Vous avez la tendance de long terme qui est généralement une tendance à la hausse des températures, à peu près partout sur le globe. Vous avez les cycles saisonniers, donc, qui sont très visibles à Montréal. Okay. Mais il y a quand même cette tendance de fond qui est très discrète, mais qu'on observe de fond. Et puis, il y a le cycle, pardon, les évolutions autour de ce cycle qui fait que la température à l'adapter, elle va sûrement dépendre de ce qui va l'adapter moins 1. Okay. Là, aujourd'hui, il doit faire 35. Il y a peu de chances pour que demain, il fasse moins 15. Voilà. Donc, c'est ça que nous racontent ces petites variations. Donc, les trois composantes, tendance de très long terme, tendance de moyen terme, qui correspond à des cycles annuels, et la tendance de très court terme. Okay. Donc, c'est ça qu'on va avoir. On a un outil qui est assez intéressant. Donc, je vous renvoie, alors je suis désolé, je parlerai de la corrélation un peu plus dans la section 3, mais on a un outil assez classique qui est la corrélation. Donc, la corrélation, ça va être un outil très classique pour mesurer la dépendance entre deux variables x et y. Okay. Donc, la corrélation entre x et y, je vous rappelle, c'est la covariance entre x et y divisée par la racine carrée de la variance en x et de la variance en y. Okay. Et ça, l'avantage, c'est qu'on peut montrer que c'est forcément compris entre moins 1 et 1. Donc, je renvoie à quelque chose que j'ai déjà dit un millier de fois depuis le début des capsules, c'est qu'on aime bien avoir des grandeurs qui soient normées. Okay. Parce que ça permet de les comparer entre différentes grandeurs. Parce qu'on sait, par exemple, que la covariance, je ne vais pas l'analyser parce que la variance, ça peut changer. En particulier ici, la variance peut changer dans le temps. Okay. Donc, on peut s'intéresser à ces covariances. Okay. Donc, ces covariances me permettent de comparer. Je pourrais comparer ainsi la dynamique entre la température ou le nombre de décès au Québec, en Europe, ou peu importe où je suis. Donc, je pourrais comparer des grandeurs dans différentes régions, dans différentes provinces, dans différents États, dans différentes villes. Donc, l'idée, c'est de travailler sur la corrélation qui existe entre deux variables particulières, qui est celle à l'adapté moins h. D'accord. Donc ça, je peux le quantifier. Et ce qu'on observe, c'est ce genre de graphique où on observe un cycle. Okay. Donc, si vous regardez, donc la première, c'est la corrélation entre YT et YT. Donc, il s'avère que la corrélation entre une variable et elle-même, ça vaut plus 1. Okay. Et ensuite, on va observer ce cycle qui est typique de ce qu'on a quand vous avez une série avec un cycle annuel, où ici, donc, vous avez 1 an, ici, vous avez 2 ans. Okay. Donc, on voit qu'une valeur, elle est très corrélée avec avec celle en fait, du mois correspondant de l'année d'avant. Okay. C'est ça que nous raconte ce graphique. Il y a une forte corrélation entre la température que vous aurez en juin 2020 et celle que vous aviez en juin 2019, essentiellement parce que c'est le même mois. Donc, on peut visualiser le fait qu'il y ait des cycles en regardant ces graphiques-là. Donc, c'est ce qu'on appelle la fonction d'autocorrélation, qui vous permet de visualiser un petit peu la dynamique et de voir s'il y a des cycles.
j'en avais déjà parlé, ce qui peut être intéressant, c'est de travailler, donc les séries univariées, c'est bien, mais ce qui est plus intéressant, c'est d'avoir plusieurs séries. Euh, donc par exemple, ici, j'ai deux séries de deux variables qui sont des nombres de cyclistes à Stockholm et la température à Stockholm. Donc j'ai une base, en fait, qui est une grande base avec trois colonnes. J'ai ma date, j'ai le nombre de cyclistes et j'ai ma température. Donc pour chacune des dates, j'ai les deux informations. Et j'étais tombé il y a quelques mois sur un article de Emmanuel Todd que je ne vous mettrai pas parce qu'il ne mérite pas d'être lu, mais qui disait cette phrase, qui disait que on peut expliquer une relation causale à partir du moment où une variable ancienne, donc une variable à la date t, euh, est très 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 corrélée avec l'autre variable en t plus 1. Okay. Donc pour lui, il interprète je reviendrai sur ce que veut dire exactement cette phrase de dynamique entre t et t plus 1 entre deux variables. On le verra quand on passera sur une écriture matricielle. Okay. Donc lui dit qu'on peut parler de causalité dans ce cas-là, c'est pas du tout vrai. Hein. Enfin, si on a une forme de causalité, mais il faut plus que ça pour pouvoir l'expliquer. En tout cas, il faut plus que 85% d'explication du changement. Okay. Les tests de causalité, ça a été formalisé par Clive Granger, qui avait obtenu le prix Nobel pour ça, le prix Nobel d'économie. Il a formalisé cette notion de causalité. Je renverrai là aussi un article qu'on avait publié il y a quelques temps sur les dynamiques de causalité dans des séries temporelles. Mais voilà, c'est pas comme ça qu'on mesure de la causalité. Donc, 85% de la causalité est expliquée, c'est ce qu'on va interpréter en régression comme étant le R2. Okay. Donc, il vous dit que si jamais vous régressez une variable en t plus 1 sur l'autre variable en t et que vous avez un R2 qui est plus grand que 85%, vous avez établi un lien causal. Donc, c'est faux, puisqu'ici, je vous ai fait un graphique où je vous représente le nombre de cyclistes à la date t, la température le jour suivant, et j'ai un R2 qui est plus grand que 85%. Pourtant, le nombre de cyclistes n'influence pas la température. Okay. Les deux sont sûrement très, très corrélés. Okay. Personnellement, je vais plutôt faire du vélo quand il fait beau. Mais c'est pas moi qui, en allant faire du vélo, va faire qu'il va faire beau. D'accord. Après, ça peut vous aider. Si jamais je vais faire du vélo aujourd'hui, ça vous dit qu'il y a de fortes chances pour qu'il fasse beau. S'il fait beau aujourd'hui, il y a sûrement de fortes chances pour qu'il fasse beau demain. Et donc, si moi je vais faire du vélo aujourd'hui, il y a de fortes chances pour qu'il fasse beau demain. Mais c'est en aucun cas un lien causal. Okay, c'est juste des corrélations. Donc, comment est-ce qu'on fait ça si on veut faire ça plus proprement? On est obligé de formaliser un tout petit peu. Donc, j'ai deux séries, xt et yt, okay, qui sont mes deux séries qui m'intéressent ici. Donc, j'ai mon nombre de cyclistes et j'ai ma température. Oui, c'est ça. J'ai ma température. Et je l'indexe par la date t. Et en fait, un modèle assez classique, c'est ce qu'on appelle les modèles autorégressifs, où je vais dire ma variable à la date t, elle dépend d'une certaine constante, plus de quelque chose qui va être la variable d'avant. Okay, plus un bruit. Donc ça, on va le voir, c'est ce qu'on appelle un modèle de corrélation. Okay, donc un modèle de régression. Quand on fait une régression, je vais avoir une variable yi et je vais dire que c'est une certaine constante plus b fois l'autre variable, les epsilon. Donc ça va être le modèle de régression. En fait, je vais faire une régression entre deux variables particulières qui sont les deux variables décalées dans le temps. Okay, donc ça va être ce qu'on appelle un modèle d'auto-régression. Okay, je régresse la variable sur son passé. Okay, mais en fait, je peux le faire dans un cas de multivarié. Et dans un cas de multivarié, j'obtiens cette écriture-là qui me dit je peux récupérer. Donc, j'ai mon vecteur à la date t, j'ai mon vecteur à la date d'avant. La seule chose, c'est que ma transition, qui me permet de passer de la date t-1 à la date t, elle va se faire cette fois-ci sous forme d'une matrice. Donc, je vais récupérer cette matrice A, donc, qui va me donner en fait tous les effets croisés. Okay, donc, ce que ça me dit, c'est que le nombre de cyclistes à la date t-1 va être corrélé au nombre de cyclistes à la date t via ce facteur A1. Okay. Donc ça, c'est si j'écris mon modèle, donc j'ai effectivement le nombre de cyclistes à la date t, ça va être une constante, plus A1, 1 multiplié par le nombre de cyclistes à la date d'avant, mais ça va aussi dépendre de la température à la date d'avant. Et puis, je vais avoir du bruit. Okay, donc c'est ça que nous raconte cette écriture, c'est qu'il va falloir que je tienne compte à la fois de l'impact qu'aura le nombre de cyclistes à la date d'avant, mais aussi l'impact qu'aura la température à la date d'avant. Donc je vais tout stocker sous la forme de cette matrice. Et en fait, c'est cette matrice qui me permet de montrer des relations causales. C'est que si jamais je tiens compte déjà de la corrélation qui existe entre le nombre de cyclistes à la date d'avant et le nombre de cyclistes à la date t, j'ai eu un petit problème de connexion.
Donc je reviens sur mes modèles vectoriels. Ok, donc ce que j'observe à la date euh, t-1 va influencer ce qui se passe à la date t via cette matrice de transition. Ok, donc à l'intérieur, en fait, et je reprends l'analyse telle que l'avait proposée Granger, c'est de dire les valeurs que j'observe hors diagonale, c'est celles qui vont me permettre d'établir ou pas une relation causale. Donc si jamais j'ai cette variable A1,2 qui est différente de 0, et là on va revenir sur un problème statistique qui est significativement différent de 0, j'ai l'impression que j'avais coupé ma connexion au partage d'écran, désolé. Euh, Ouais, donc si jamais je m'intéresse à ce qui se passe sur le terme A12 dans ma matrice, si jamais je suis différent de 0 au sens significativement différent de 0, donc on a besoin de faire un test, c'est le test de Granger, de causalité, dans ces cas-là, ce qui va se passer sur ma variable y va avoir une influence sur ce qui se passe sur ma variable x. Donc je vais avoir un effet causal de y vers x. Au contraire, les deux peuvent être possibles. Si jamais j'ai cette variable-là, ce terme-là qui est différent de 0, dans ces cas-là, je vais avoir un lien causal entre x et y. Okay, donc, ce qui peut être un peu troublant, c'est que je peux avoir des doubles causalités. Okay, je peux aussi avoir une causalité qu'on appelle instantanée. Moi, je ne suis pas très fan de ce terme, mais c'est le fait que mes bruits sont corrélés. D'accord. Donc, quand on veut faire de l'analyse causale de séries temporelles, l'outil de référence, ça reste ce mécanisme décrit par Granger, qui a proposé un test en particulier pour voir si ces coefficients-là sont différents de zéro. Et donc, c'est comme ça qu'on met en place des tests de causalité. Donc, je peux vous renvoyer un article qu'on avait fait il y a quelques temps sur les mouvements de protestation, donc Indignados, Occupy et les Vinegar Protests, où on essayait de comprendre ce qui se passait on-site, donc sur le site où il y a les manifestations, et online sur Facebook et Twitter. Et la question qu'on se posait, c'était est-ce que ce qu'on observe sur les sites et sur online est corrélé? Et si oui, est-ce qu'il y a une causalité et dans quel sens? Est-ce que s'il y a beaucoup d'activités sur Facebook, le lendemain, on aura beaucoup d'arrestations? Ou est-ce que c'est au contraire les arrestations qui causent les discussions sur Facebook ou Twitter? Et donc, on avait fait toute cette analyse causale pour essayer de montrer qu'est-ce qui engendrait quoi dans le cas des événements et des protestations sociales. Voilà. Donc, je vous renvoie à tous ces articles si jamais vous vous intéressez à des problématiques de modélisation causale de séries temporelles. Et sinon, sur les modèles de séries temporelles, je ne reviendrai pas trop là-dessus, parce qu'encore une fois, il y a des cours entiers dédiés à ces modèles prospectifs. Je peux vous renvoyer en particulier juste à des liens où j'avais fait travailler sur les données de mortalité au Québec. Donc, c'était lié à cette histoire de Covid. Donc, on a la Covid-19 qui a causé un certain nombre de décès. Donc là, on est juste en mars 2020. Okay, la question, c'est combien est-ce que de décès sont imputables à la Covid-19? Donc, on a besoin de dire, ce serait quoi le chiffre normal qu'on devrait espérer avoir? Donc, ce qu'on montre, c'est que si jamais je n'avais pas tenu compte de cette observation dans ma série temporelle et je fais juste de l'analyse prospective, je devrais me trouver ici. Finalement, je me trouve là. Donc, la différence, c'est sûrement le nombre de décès que je peux imputer à la Covid-19 et à, tout ce qui va être connecté. Donc, je ne suis pas stricto sensu des personnes décédées du virus, mais c'est tout ce qui va être des décès anormaux par rapport à ce qu'on aurait dû s'attendre à avoir. Donc, la façon dont je le fais ici, c'est donc du lissage exponentiel. Okay, donc, ce qui me permet de récupérer ma tendance et surtout mes intervalles de confiance. Donc, j'insiste là-dessus sur le fait que quand on fait de la prévision, il nous faut des intervalles de confiance, sinon on ne raconte pas grand-chose. Okay, donc, je vais m'arrêter là pour cette capsule et normalement, on a fini pour cette série de vidéos sur la section 2. Et la prochaine partie, donc, on sera vraiment plus dans cette optique-là d'analyse de prospective où on essaiera de faire de la prévision.